Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vlog, ça m'a énormément manqué et je suis très contente de vous revenir avec ces petits épisodes mensuels. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue, je m'appelle Cindy, je suis artiste peintre et sur cette chaîne je publie des tutoriels de pastel sec, aquarelle, gouache et puis des vlogs qui visent surtout à documenter la création de ma boutique de tirage d'art, donc de mes aquarelles et de mes gouaches, et aussi à vous partager des petits moments de mon activité d'artiste peintre, mais aussi de mon quotidien, donc ça peut être un peu de jardin, un peu de balade, du tricot, voilà, les choses, mes centres d'intérêt. Donc j'espère que ça vous plaira et d'ailleurs à ce propos, j'envisage d'ajouter une mini rubrique à ces vlogs dans laquelle je partagerai mon dernier livre lu, chose que je fais déjà dans ma newsletter mais de façon très succincte, hein, vu que bon, je veux pas non plus écrire des pages et des pages, mais voilà, sans que ça prenne plus de quelques minutes, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa, vous faire découvrir des livres que vous ne connaissez peut-être pas, ou bien vous donner un autre avis sur un livre que vous avez déjà lu. Peut-être que je ferai ça dans cet épisode, comme ça vous donnera un aperçu et vous pourrez me dire plus facilement si oui ça vous plaît ou si vous préférez la version sans lecture, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse pas, comme ça j'adapterai. Et alors là, on est le 26 août. Je voudrais commencer par m'excuser pour le bazar que vous pouvez voir un petit peu derrière moi. J'ai failli ranger avant de commencer à filmer, mais je me suis dit que les vlogs, c'est aussi montrer la vie réelle. Donc sans non plus mettre en valeur tout le bazar qui règne actuellement dans mon atelier, il faut reconnaître que c'est une période dans laquelle celui-ci n'est pas très bien rangé, étant donné que mon activité est partagée entre la préparation de ma formation pastel, qui a des pastels partout, et la préparation de ma collection de tirage d'art d'automne. Donc il y a des aquarelles aussi qui sont disséminées dans cet atelier, ce qui fait que c'est mon quotidien. Donc voilà, je l'ai laissé tel quel. Je pense qu'il y a un point qui s'impose sur tout ce qui s'est passé pour ma boutique en ligne ces derniers mois. Il y a eu pas mal d'évolutions et pendant que je vous raconte, je vais vous passer des petits clips que je vous ai filmés de la création de ma collection d'automne. Comme ça, si vous me regardez, vous pourrez voir des choses qui pourront peut-être vous inspirer. Ma boutique a donc été lancée au mois de mars de cette année, donc elle est sur les rails. Depuis mon dernier vlog, le site web a été créé. Il s'appelle Palette Sauvage, je vous mettrai un petit lien. J'en suis très contente. C'est un site que j'ai fait, c'est un WordPress en fait, et sur lequel j'ai installé le plugin WooCommerce. Donc je suis encore un peu en phase de découverte, j'avoue que je ne l'ai pas vraiment énormément analysé, je suis allée un peu au plus rapide. Mais c'est vrai que sur le coup, je m'étais dit: «Je vais faire un Shopify» parce que je vois tellement passer ça partout, Shopify ou Squarespace, que ça me semblait être vraiment le truc, facile et clé en main. Après j'ai vu les prix et je me suis dit: «Mais c'est moi ou les WooCommerce c'est gratuit et ça c'est très cher?» Donc finalement j'ai pris WooCommerce et effectivement, il y a beaucoup moins de publicité, à son sujet, mais en fait on paye, les commissions, pour les paiements, ce qui est normal et ce qui est le cas aussi avec les autres, programmes qui permettent de créer une boutique. Mais il y a pas du tout ces frais, parce qu'en fait je pensais pas du tout que c'était aussi cher. Je crois que quand j'ai regardé c'était plus de 40 € par mois, donc en fait ça revenait à peine moins cher dans mon cas que, d'avoir une boutique Etsy, donc voilà, d'où ce choix. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, j'ai investi dans mon imprimante bien sûr pour pouvoir créer mes tirages, donc ça je vous en avais parlé
dans le dernier épisode, et suite à cela, j'ai reçu beaucoup de questions dans vos commentaires. On me demandait, quel modèle d'imprimante j'avais choisi, pourquoi, les petites choses à savoir à son sujet. Donc, je vous avais promis de vous en parler dans le prochain épisode et du coup, il s'agit d'une Canon Pro 300. C'est une imprimante qui permet de gérer, les formats jusqu'au A3, voire même peut-être un petit peu plus grand que le A3. Mais bon, dans mon cas, ça n'ira pas plus grand. Elle permet d'imprimer sur du papier, très épais. Moi, j'imprime sur du 300 grammes par mètre carré. Peut-être qu'elle peut imprimer au-delà, je ne sais pas. Je n'ai pas pour le moment d'intérêt à tester, sur plus épais parce que je trouve que c'est déjà très, très bien pour, du tirage. Et au niveau du rendu des couleurs, je trouve que c'est vraiment très, très beau. C'est très proche d'un original, vraiment très proche. Les encres, sont d'excellente qualité, il y en a 10. Il y a 2 noirs différents, donc on peut obtenir vraiment des contrastes, qui sont superbes. Alors, il y a bien sûr le rendu visuel, hein, la qualité, qu'on peut voir quand on regarde le tirage, mais ça aussi je vous en avais déjà un petit peu parlé. En fait, mon choix s'est porté sur ce modèle-là, surtout parce que les encres sont à base de pigments et elles ont une résistance à la lumière qui est de l'ordre d'un siècle. Et ça, c'était important pour moi, même si, oui, ça veut dire que je paye mes encres plus cher et donc je suis obligée bien sûr de répercuter ce prix sur le prix de vente de mes tirages, hein. Je peux vraiment pas du tout, concurrencer, les illustrateurs qui vont imprimer avec, des colorants. Mais en contrepartie, les tirages qui sont achetés sur ma boutique, ils vont pouvoir, durer, des années, des années, des années en étant accrochés au mur sans que les couleurs ne risquent de s'affadir. Et comme, ce n'est pas mon activité principale, hein, moi je gagne pas ma vie avec, mes tirages, c'est une activité que je viens juste de lancer et je n'ai pas du tout pour but, de ne faire que ça. J'ai d'autres activités à côté qui me demandent beaucoup de temps. Du coup, pour moi, c'est beaucoup plus judicieux de vendre moins de tirages parce qu'ils sont plus chers, mais de très bonne qualité, plutôt que de chercher à faire du volume et à baisser mes prix. Et donc ça me prendrait beaucoup plus de temps pour, au final, un chiffre d'affaires qui serait, peut-être équivalent ou à peine plus intéressant. Le rapport temps passé et chiffre d'affaires généré, pour moi, valait plus le coup en faisant ça. Donc ça, c'est adapté à votre situation, bien entendu, hein. Chacun fait, en fonction de ce qu'il, souhaite. Le principal inconvénient de cette imprimante, c'est que, elle nécessite, d'être utilisée régulièrement et toute la question étant de savoir ce que signifie régulièrement. Alors, quand je l'ai reçue, je me suis dit: «Ben, tu vas la faire tourner au moins une fois par semaine». Je me suis dit: «Bah, tous les mercredis, voilà, je me programme, quelques impressions». Alors ça peut être, du stock, que je fais des tirages, qui sont le plus vendus. Ça peut être, des tests, de papier, des tests d'impression de nouvelles, aquarelles. Ça peut être aussi mes photos personnelles, hein, ça fonctionne très bien. Et je me disais: «Bah, comme ça, au moins, je ne risque pas d'avoir le problème de la cartouche qui sèche». Puisque, d'après, d'après mes recherches, c'est ça le souci, c'est que si elle ne tourne pas pendant trop longtemps, on peut perdre carrément, l'encre. Et vu que c'est de l'encre très chère, bien sûr, on ne veut pas ça. Donc je me suis dit une fois par semaine, ça me paraissait bien et puis en fait, j'ai été, forcée de la laisser inactive pendant 1 mois et demi. Voilà, il y a eu mon voyage de noces, ensuite, les encres n'étaient plus en stock. Ensuite, je les ai commandées en pensant qu'elles étaient en stock, mais en fait, elles étaient pas vraiment en stock. Je me suis fait balader pendant plusieurs semaines. Bref, heu, toujours est-il que, au bout d'1 mois et demi, j'ai reçu mes cartouches et oui, parce que du coup, en fait, j'en avais une qui était vide et c'est pour ça que j'étais obligée d'attendre ma commande pour pouvoir, la refaire fonctionner. Et je m'étais dit plutôt que de racheter une seule cartouche, vu que je voyais bien que les autres, elles diminuaient aussi, je me suis dit que j'allais racheter un pack de 10. Et donc voilà, c'était ce fameux pack de 10 qui était, plus en stock nulle part.
Donc voilà, quand je l'ai eu, 1 mois et demi s'était écoulé, je l'ai rallumé en me disant: «Oh là là, je risque d'avoir absolument tout perdu, ça coûte, plusieurs centaines d'euros». Et en fait, pas du tout. En fait, elle s'est rallumée, elle a fait son petit mélange d'encre, j'ai changé ma cartouche, j'ai imprimé et c'était impeccable. Donc je sais pas ce que ça veut dire en fait, qu'il faut l'utiliser régulièrement. Quelle est la limite? Est-ce que, 1 fois en passant pendant 1 mois et demi ça passe, mais si on s'en sert vraiment qu'1 fois par mois, ça passe plus? Je ne sais pas. Dans le doute, j'essaye de la faire tourner régulièrement, mais ça reste encore assez mystérieux pour moi. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas eu le cas de problème d'encre, séchée. Mes cartouches, voilà, elles s'usent au fil des tirages et puis, je les remplace au fur et à mesure qu'elles se vident, donc tout va bien. Alors mon avis, sur cette machine, il est extrêmement positif. J'en suis, super contente. J'ai eu des petits soucis de taches d'encre dans des coins et je crois qu'en fait je l'avais laissé allumer trop longtemps. Je sais pas en quoi ça a pu générer ça, mais en tout cas je l'ai redémarré et j'ai plus eu le souci, mais j'ai quand même, bousillé quelques feuilles. Au niveau des collections, je vous avais laissé, à la sortie de ma collection de printemps, donc je vous avais dit qu'elle avait, super bien marché. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai pu financer cette imprimante. Encore un gros merci à ceux qui ont passé une petite commande, pour, soutenir le début de ces activités et ensuite, j'ai sorti une collection d'été. Cette collection-là, j'en ai très peu parlé parce que, ce que je souhaitais, c'était, garder du temps pour pouvoir travailler cet été sur ma formation de pastel sec, qui est donc prévue pour la fin de l'année. Je fais une formation par an. Là, ce sont les paysages au pastel et c'est vrai que, elles sont très, très denses, ces formations. Elles me demandent vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et donc j'avais très peur d'avoir trop de commandes à gérer et de devoir utiliser trop de temps, d'emballage, d'aller-retour à la poste pour les expéditions et cetera. Donc ce que j'ai fait pour éviter ça, c'est que, j'en ai parlé nulle part. J'ai juste fait une newsletter, donc il y a que les personnes qui sont abonnées à ma newsletter qui ont vu cette info. Je ne sais plus si j'ai fait un post sur YouTube pour annoncer la sortie de la collection ou pas, mais vu qu'en plus, j'ai quitté, Instagram, Facebook, tout ça, du coup, j'ai très peu de canaux de communication maintenant. Donc voilà, il y a eu la newsletter qui annonçait la sortie de la collection, il y en a eu une autre qui annonçait que l'offre de lancement se terminait et c'est tout. Comme ça, tous ceux qui étaient abonnés, qui étaient intéressés ont pu, passer leur petite commande et donc comme on pouvait s'y attendre, j'en ai vendu assez peu par rapport à la collection de printemps, mais j'étais quand même très contente de voir que, les gens étaient au rendez-vous et j'ai eu, quasiment je n'ai eu que des personnes, qui avaient déjà commandé, un tirage ou plusieurs, heu, de la collection de printemps. Donc je me suis dit que c'était très bon signe parce que ça voulait dire que, ils étaient satisfaits de leur précédente commande et donc ça me fait très plaisir, ça me touche beaucoup. Le thème de cette collection, c'était «Au bord de l'eau». J'avais fait, 2 planches, naturalistes. Il y en avait une sur les canards de France et une sur les nénuphars de bassin. Ensuite, j'avais fait des petites illustrations individuelles que j'avais fait 2 gouaches, qui allaient bien ensemble, je trouve, parce que c'était 2 vues d'un bassin, vues du dessus. Donc la première c'était une petite grenouille et la deuxième c'était une carpe-coï et dans les 2 cas, on voyait des nénuphars aussi en fleurs, donc rose pour la grenouille et mauve, pour la carpe-coï. Donc il y avait ça et il y avait 2 aquarelles individuelles aussi. Une, petite libellule en version naturaliste, avec son petit nom écrit dessous et une vue d'un étang, mais vue du dessous, de sous l'eau. Donc j'avais fait des nénuphars, vus d'en bas et puis, des petits poissons, j'avais joué avec la transparence de l'aquarelle. C'est un tableau que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, que j'ai fait 2 fois parce que le premier
j'avais un petit peu, loupé la perspective. Bah, là, c'est vraiment de la création, heu, imaginaire quoi, donc au départ on comprenait pas trop en fait, où commençait la surface de l'eau et donc ça m'a permis de mieux comprendre ce que je devais faire pour que le résultat soit plus lisible et donc c'était aussi, très instructif pour moi, c'était un bon exercice. Donc voilà pour cette petite collection d'été. Je pense que je vais, la supprimer temporairement de ma boutique et idem pour la collection de printemps et elles, laisseront place à la collection d'automne qui sera ensuite accompagnée par la collection d'hiver. Pour le moment, je préfère limiter les collections accessibles sur mon site pour le garder, le plus, clair possible. Mais comme je vous disais, je suis toujours en phase un peu de découverte de WooCommerce. Donc, à voir si je peux faire, un classement, que les gens ils puissent naviguer plus facilement d'une collection à l'autre, parce que là, c'est un peu tout ensemble. C'est pour ça que, je préfère pas tout mélanger. Pour ce qui est de ma collection d'automne, le fil conducteur sera, la forêt, mais j'ai aussi très envie de faire des citrouilles, ce qui n'a absolument rien à voir, mais je pense que j'ai beaucoup trop envie de faire des citrouilles pour ne pas en proposer. Du coup, je pense qu'il y aura juste un petit extra citrouille qui sera posé là et vous ferez ce que vous voudrez, si ça vous plaît ou pas, comme tous les ans. J'adore peindre les citrouilles donc voilà, je ferai ça. Et cette année, j'espère pouvoir vous proposer des cartes postales, mais je ne suis pas encore sûre de pouvoir le faire, parce que j'ai fait des tests. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est le premier test que j'ai fait sur un papier, de la marque, Kodak, je crois. Mais vous voyez, c'est trop fin. Je crois qu'il fait 210 grammes ou 240 grammes par mètre carré, donc ça fait pas du tout, carte postale. Donc ça, à glisser dans les enveloppes gratuitement, oui. À vendre en tant que carte postale, non. Ensuite, j'ai testé ce papier-là, qui est un papier glacé, mais pareil, il fait pas carte postale en fait, il fait photo. C'est embêtant, hein, mais franchement, c'est pas très facile à trouver. Donc là, je me suis dit: «Bon, bah, essayons, autre chose». Là, j'ai trouvé du carton. J'ai trouvé du papier carton blanc et je me suis dit: «À tester». Donc bah, je testerai ça un petit peu plus loin dans ce vlog, sûrement pas très loin, pour voir si je peux vous en proposer. Mon objectif avec la collection d'été, c'était de pouvoir financer soit une machine, de découpe pour pouvoir vous proposer des autocollants, machine type Cricut, ce qui est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire parce que je trouve ça juste, irrésistible en fait les autocollants et je pense que ça m'encouragerait aussi à faire des illustrations un peu plus, fun, un peu dans le style de celles que je fais, pour Noël quand je crée des petits personnages. Ça c'est quelque chose qui me fait retomber complètement en enfance et j'adorerais pouvoir, du coup développer ça et sinon, si je m'étais dit: «Si, je fais pas assez de chiffre d'affaires pour pouvoir la financer», j'aurais pris une, plastifieuse parce que ça m'aurait permis de, vous proposer des marque-pages. J'aimerais beaucoup aussi vous en proposer, mais j'ai peur que juste en papier comme ça, non protégé, ça soit un peu trop fragile, surtout, bah, même s'il est épais, je me dis: «Ça se corne quand même, assez facilement». Les bordures, elles peuvent être un peu plus, facilement abîmées. Donc je me verrais pas proposer des marque-pages comme ça juste en papier. Et au final, bah, ce que j'ai financé n'est ni ni la machine de découpe, ni la plastifieuse, c'est un massicot. Massicot à guillotine parce que moi jusqu'à présent j'avais ça. Donc vous mettez la feuille là-dessous et ensuite, ça c'est une lame, hein, et donc squic, ça permet de faire des découpes. Mais en fait ça c'est très bien pour, faire une découpe, voilà, pour moi, quoi. Donc c'est un peu effiloché, c'est pas forcément très joli, surtout sur du papier épais.
Mais là je l'ai vu pour mes A5 pour ma collection d'été, c'était un peu juste. Alors c'est pas, comment dire? C'est pas gênant dans le sens où, une fois que le tableau est encadré, ça ne se voit plus du tout, mais c'est un peu gênant je trouve, pour moi d'avoir une bordure qui est pas parfaitement nickel. Donc je me suis acheté un massicot que je vais vous montrer, qui est, de type, guillotine et donc non seulement je devrais avoir des bordures nickel avec et le gros avantage c'est qu'on peut couper, plein de papier en même temps. Bah oui, bah viens écoute. Mais tu voulais dire bonjour? Allez viens. Oui? Allez viens vite. Voilà, Mimi nous a rejoints. Ça faisait longtemps que t'avais pas été dans un petit vlog. Qu'est-ce que je disais du coup? Je sais pas, tu m'as coupé. Mais oui. Oui, je peux en découper plein à la fois et ça c'est super. Pour vous le montrer, je vais découper les premières illustrations de ma collection d'automne. Et comme ça, on va pouvoir tester. Alors moi, j'ai déjà testé le massicot, mais avec un papier très fin. Et là, du coup, c'est du 300 grammes par mètre carré. Donc je vais tester sur une feuille. Je vais déjà voir ce que ça donne. Et si ça se passe bien, je vais tester sur un petit tas de feuilles. Pour voir un petit peu comment ça se passe quand il y a plus d'épaisseur. Et je vous montre aussi au passage les illustrations qui ont déjà été réalisées. Donc, vous en avez vu passer du coup dans les petits clips. Mais pour l'heure, la première planche naturaliste sera sur les hiboux et les chouettes de France. Donc il y a celle-ci, je ne sais même plus où la mettre. Il y en a partout, il y a des pastels, des aquarelles, c'est le canapé support. Alors celle-ci, je pense que je vais la refaire, la chouette effraie. Même si je l'aime bien, je suis quand même pas complètement satisfaite, notamment pour cette aile-là. Elle a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que j'ai perdu la couleur cendrée qu'il y a sur le dessus des ailes. En fait, j'ai un brun. Et ça, c'est parce que je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fait une sous-couche avec ce jaune doré là. Et du coup, bah, forcément, le gris que je suis venue mettre dessus, bah, il a viré au marron. C'est logique. Et aussi, ce qui me déplaît, c'est que normalement, même si les plumes sont foncées, là, elles devraient filtrer la lumière. Et j'aurais bien aimé qu'elles filtrent le blanc du papier, mais j'ai perdu mes blancs. J'ai perdu mes blancs parce que j'ai fait une erreur qui était de ne pas dessiner chaque plume avec mon graphite. Moi, je me suis dit: «Oh non, mais c'est bon, je ferai des coups de pinceau». Mais en fait, non. Non, et j'aurais dû vraiment prendre le temps de bien dessiner. Au moins, je savais où j'allais et je contrôlais mieux mes pigments parce qu'en fait, quand on essaye de contrôler et le coup de pinceau et la peinture, le niveau d'eau, les diffusions, bah, ça fait juste trop de choses à gérer. Alors que je pense qu'avec le graphite, au moins, j'aurais bien dessiné mes plumes et j'aurais eu plus qu'à remplir, ça aurait été plus gérable. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de gouache pour essayer d'éclaircir un peu, mais je trouve que dans ce cas-là, c'est vraiment dommage de ne pas avoir la transparence de l'aquarelle et je pense que ça vaut vraiment le coup de refaire Mademoiselle Chouette et Frais. Hop, est-ce que je vous l'ai montré celui-là? Je sais plus. Dans le doute, je vous le remontre. Voilà, donc ça c'était pour ma première planche et la deuxième sera dédiée au pic. Donc on a pivert et pic et pêche. Et il y en a un autre qui est encore sur son support. Hop là. Voilà. Donc là on a le... Alors je ne sais pas si on dit, comme pour le pivert, est-ce qu'on dit pie noir ou est-ce qu'on dit pic noir? Je ne sais pas, mais en tout cas il est là. Et ça c'est un pic cendré. En fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de pics que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais le pivert et le pic et pêche, mais il y en a d'autres. Et j'ai pas fini, hein, et il me reste encore le pic mar ou le pimar, le pic et pêchette. Et le pic...
j'ai envie de dire troglodyte, mais je ne suis pas sûre. Je vous l'écrirai. Voilà pour le petit passage en revue de cette collection. Et je vais clôturer cette journée par la découpe de ces premières planches. Comme ça, je pourrai vous montrer mon super nouveau masticot. Donc là, j'ai 18 cm indiqués. Je sais que mon papier il fait 36 et que je l'ai coupé en deux, donc ça fait bien 18. Et pouvoir caler ça, histoire d'être bien sûr qu'il ne bouge pas. Et bordure nickel. Nickel. Oui, alors le crayon par contre, j'avoue que j'ai pas forcément été très précise dans mes mesures. Donc je veux bien croire... Ah, quoique, hein. Ah, je me suis plantée d'un demi-centimètre. Ah ah. Alors pourquoi? Ah oui, parce que je l'ai mis sur le 18,5. 18, il était là. Voilà. Le prochain, il devrait être bien. Et le prochain, ça va être un package. Ça va être un package de combien de feuilles? 1, 2, 3, 4. Est-ce que je vais jusqu'à la 5e ou pas? Franchement, je pense que je peux. Hein. Je pense que je peux. J'ai envie d'y croire. Allez, on essaye. De toute façon, au pire, c'est mes originaux. Moi, j'ai juste besoin de ne pas couper mon oiseau en plein milieu de la tête, quoi. Donc, lui, on va quand même l'enlever de son support. Voilà. Allez. On a nos 5 feuilles. Et je peux voir que sur ces 5 feuilles, mon trait n'est pas toujours bien aligné. Ah, ça va être... En fait, je pense que je peux vraiment pas plus, là. On est à fond. On est à fond, à fond. Donc, je peux faire 5 feuilles de 300 grammes par mètre carré. C'est assez à fond. Ouais. Donc, voilà. Je vérifie qu'elles sont bien empilées. Et on y va. On est bien à 18 cm cette fois-ci. Oh, c'est dur. Oh. Eh, il n'y a pas d'accroc nulle part. C'est nickel.
Et là, ils font bien la même taille. C'est parfait, trop cool. Bon, j'espère que mon micro va tenir parce que j'ai été obligée de mettre 2 aimants. Je crois que la laine est trop épaisse pour que ça soit suffisamment aimanté. On va voir. Alors, du coup, vous avez vu mes petites cartes pique et pêche. Pour moi, c'est pas, ça reste trop souple pour de la carte postale. Donc actuellement, en fait, je n'ai pas de solution pour pouvoir imprimer de vraies cartes postales chez moi. J'obtiens des cartes pas postales, clairement pas. Le rendu est sympa, mais voilà, c'est trop souple. Je ne sais pas comment faire. J'ai beaucoup cherché. Et en fait, j'ai trouvé des papiers haut de gamme pour cartes postales de chez Annemule, mais ça me coûte bien plus cher que de passer par un imprimeur.
et en plus, ils le font qu'en format, je crois 10 par 15, donc faut imprimer chaque carte une par une, ce qui me paraît, beaucoup de tralala pour un produit, qui sera vendu à bas prix, hein. Je peux pas demander 10 € pour une carte postale, quoi. Donc là, tout de suite, j'ai pas de solution, vraiment. J'ai envie de dire que je vais continuer à chercher, mais j'ai déjà tellement cherché que ça me paraît compliqué. Heu, j'ai du papier, photo de 300 grammes par mètre carré en version glacée où je m'étais dit: «Bah, le fait que ce soit glacé, ce sera peut-être, ça aura peut-être plus un look, le look que je recherche», mais en fait, même en 300 grammes, il reste beaucoup trop souple. Donc voilà, j'ai regardé du coup entre-temps, pour mon imprimante et j'ai vu qu'elle imprimait jusqu'à, 380 grammes par mètre carré. Mais en fait, ça court pas les rues, le papier, de cette épaisseur-là, et après voilà, on tape, dans des tarifs, qui sont pas du tout avantageux par rapport au fait de confier ce travail, à un autre, professionnel. Donc l'inconvénient principal, c'est que je peux pas faire d'impression à la demande. Je suis obligée d'estimer, le nombre de cartes que je vais pouvoir vendre, et donc soit de me retrouver en rupture, soit d'en imprimer beaucoup trop et de me retrouver avec du stock et donc des pertes. Donc je sais pas trop. J'avoue que je suis un peu refroidie, sur le projet carte postale. Donc à voir, parce que je me dis quand même franchement ça serait dommage, que je ne puisse pas vous proposer de cartes pour, bah, pour la période de fête. Parce que, bah, j'aime beaucoup faire des cartes pour ma famille et que je me faisais une joie de pouvoir, les imprimer pour pouvoir vous les proposer, et du coup, peut-être que je vais quand même passer par un prestataire, mais pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez, un avis sur la question, n'hésitez surtout pas. Si vous avez déjà de l'expérience là-dedans, je serais ravie, de collecter, plus d'informations. Aujourd'hui, la journée a filé à une vitesse incroyable, et bon, j'ai fait ma petite aquarelle du matin, mais j'ai aussi fait pas mal de montage cet après-midi, donc rien de très intéressant, pour, les clips de ce vlog. Par contre, demain, je filmerai parce que je vais faire du pastel. Là, je travaille sur le module dédié à la composition, de ma formation paysage au pastel, formation qui s'appelle «Un monde pastel». Et donc là, je travaille sur, une des démonstrations. Alors ça ne sera pas un pas à pas à suivre, là, ça va être vraiment une démonstration à regarder. En fait, tout le module de la composition, il contient des leçons sur, les différents leviers qu'on peut utiliser, pour, changer l'aspect d'un tableau de façon à, changer aussi bien, l'impact visuel du tableau, l'esthétique, donc vraiment, comment faire pour optimiser, le placement des différents éléments. On voit aussi, l'importance des lignes dans un tableau, si on voit beaucoup d'obliques, si on voit des horizontales, des verticales, qu'est-ce que ça change dans notre perception du paysage, et surtout mon grand objectif avec ce module, c'est de montrer que par la composition, il ne s'agit pas seulement, d'améliorer l'esthétique ou, d'avoir un côté waouh, même si bien sûr, c'est toujours très appréciable, mais, la composition nous sert aussi à exprimer un sentiment, et c'est quelque chose que je veux montrer à travers, bah, justement, 2 démonstrations, je pense. En fait, je vais partir d'une photo, et je vais réaliser à partir de cette photo un tableau dans lequel je modifie un petit peu les éléments, j'adapte les couleurs de façon à exprimer une émotion. Donc la première que j'ai choisie, c'est la sérénité. Donc je vous montrerai du coup, bah, toute la démo avec, mes explications sur pourquoi j'ai changé ça, pourquoi j'ai remplacé ça par ça. Et ensuite, deuxième démo, je reste sur la même photo, mais cette fois-ci, je veux exprimer l'aventure. Et donc
je change mes couleurs, je change mon cadrage, je change encore des éléments, j'en rajoute d'autres et le but c'est de montrer que voilà, une fois qu'on connaît ça en fait, on peut vraiment jouer avec, les modèles de façon à s'exprimer pleinement. Donc j'ai déjà fait la sérénité, demain, je filme l'aventure, j'ai trop hâte. Je voulais vraiment le faire aujourd'hui mais je n'ai pas pu, j'ai laissé le temps passer donc vivement demain. Bon là c'est une très grosse récolte pour la taille de notre potager aujourd'hui. Je m'y attendais pas du tout mais ça faisait quelques jours que j'étais pas passée. Alors par contre il a plu hier et du coup il y en a beaucoup qui sont fendus. Donc je pense que celles-là il va falloir les consommer assez rapidement. Oui Sherlock, tu as un commentaire à faire? Il est très fier aussi ce toutou. Et ça c'est mon potager. Mais j'avoue que c'est un peu n'importe quoi au niveau des supports. On a des mini cannes et en fait elles se cassent la figure. Donc pour l'année prochaine, il faudra que je trouve autre chose. Juste histoire d'avoir ma source de lumière bien représentée. Voilà, une petite superposition comme ça pour marron et tout. Je vais prendre mon bleu intermédiaire. J'avais aussi prévu un bleu beaucoup plus foncé, mais je pense qu'il sera trop foncé, donc je vais rester sur celui-ci. On a terminé avec toute la partie artistique. Je vais enchaîner maintenant avec lecture et tricot. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo là. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici et on se retrouve très prochainement. Comme promis, je vous fais une petite parenthèse lecture. Je vais essayer d'être concise parce que je sais que ce vlog va être très long. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'il soit long, donc vous me direz vraiment si à la suite de cette, petite session lecture, ça vous donne envie, d'en faire quelque chose de récurrent ou si vous préférez vous en passer, sachant que voilà, ça permettra aussi d'avoir des vidéos plus courtes en fonction de, voilà, de ce que pense la majorité, j'adapterai. Alors j'aurais adoré vous parler d'un livre que j'ai vraiment aimé, mais il se trouve que le dernier livre que j'ai lu, n'a pas très bien fonctionné pour moi. Bon ça reste bien sûr un ressenti personnel, hein, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, donc il est très possible que parmi vous, il y ait plein de personnes qui l'aient adoré. Donc il s'agit de La mer au milieu, la non pas la mer, La maison au milieu de la mer céruléenne. Livre, je dirais qui fait partie des 3 livres les plus connus en matière de cosy fantasy. Alors, si vous ne connaissez pas ce courant qui est né, il y a quelques années, hein, c'est assez récent, il s'agit d'histoires fantastiques, donc avec, des créatures, surnaturelles ou avec, de la magie, mais dans un contexte, de douceur, de positivité. On va chercher vraiment à avoir des histoires, qui font qu'on se sent bien, des choses rassurantes et on évite, la violence, le stress. Donc ce sont des lectures reposantes, je dirais. Donc j'ai lu les 3 principaux. Il y a eu, donc celui-ci, La mer au milieu non, La maison décidément au milieu de la mer céruléenne. Il y a eu la
Société très secrète des sorcières particulières et il y a eu, je crois que le premier c'était alors je ne sais pas du tout s'il a été traduit en français ou pas celui-là, c'était Legends and Lattes. Heu, je n'en ai aimé aucun, mais pourtant j'aime le concept. J'ai envie de lire des livres qui font que je me sens bien, mais je dirais que celui que j'ai préféré des 3 c'était quand même, La Société très secrète des sorcières particulières, parce qu'il y avait quand même un minimum d'action. Legends and Lattes, je l'ai détesté, vraiment en plus je m'en faisais toute une joie de ce livre parce que j'avais vu sur YouTube quelqu'un qui en faisait, beaucoup, beaucoup d'éloges et j'adore le café. Je m'étais dit un livre qui parle d'une orque qui ouvre un coffee shop, ça avait l'air super. Et en fait, il ne se passait absolument rien dans ce livre et c'est terrible, hein, mais j'ai pas du tout accroché. En fait, c'est vraiment le genre de livre où on essaye de mettre beaucoup de choses très mignonnes, donc il y a des personnages qui sont adorables, qui ont des répliques, qui font forcément sourire, qui réchauffent le cœur, mais et particulièrement dans le dernier que j'ai lu là, La maison au milieu de la mer céruléenne, dans celui-là, c'est vraiment un condensé de mignonnerie qui est tel que, c'était trop pour moi. Ça faisait trop, poussif et donc je n'ai pas aimé cette histoire. C'est pas que j'ai pas aimé l'histoire, c'est juste qu'elle était pas suffisamment, recherchée pour que ça me donne envie de lire la suite. En fait, le problème du cosy, c'est que, je trouve que ça se fait au détriment du suspense. Il y a vraiment pas de suspense et pour moi, c'est compliqué de lire une histoire fantastique sans suspense. Parce que, je sais pas, pour moi, ce sont des histoires qui sont très dynamiques et j'ai beaucoup de mal avec, le fait que, il se passe vraiment très, très peu de choses. Il y a pas de stress, donc il y a pas vraiment d'enjeu. Il y a des micros enjeux, mais bon, ça nous angoisse pas plus que ça et donc voilà. Je pense que je vais arrêter de lire ce type de lecture. Il y en a un qui est classé comme cosy fantasy et que j'ai absolument adoré, c'est, heu, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, je crois. Je l'écrirai parce que j'ai un gros doute et dans celui-là, en fait, il est classé comme cosy fantasy, mais contrairement aux autres, il se passe des choses. Il s'en passe pas tout de suite, mais dans la deuxième partie du premier tome, justement, bah, ça part en aventure et oui, il y a quand même, des enjeux, il y a quand même du stress, donc ça, pour moi, ça fonctionne bien. Et voilà, pour finir sur, La maison au milieu de la mer céruléenne, pour vous dire juste quelques mots sur l'histoire, si vous avez vu, le film, Miss Peregrine et les enfants particuliers, le concept m'y a beaucoup fait penser, du moins au départ, parce que c'est un pensionnat, bon, ils appellent ça un orphelinat, dans lequel se trouvent, des enfants qui ont tous des dons. Donc ça peut être, qu'est-ce qu'ils ont comme don? Il y en a un qui se transforme en chien, il y a une, fille, qui est une sprite. Je l'ai lu en anglais, donc je suis pas certaine de la traduction. Je dirais que c'est une sorte, d'elfe? Je sais pas comment ils l'ont traduit dans la version française. Ou un espèce d'esprit de la forêt, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est des créatures magiques et parmi eux, il y a aussi l'antéchrist et donc il y a un inspecteur qui est envoyé dans cet orphelinat qui se trouve, sur une île au milieu de la mer. Forcément, c'est une île. Elle est au milieu de la mer et donc il va passer, 15 jours ou 3 semaines avec les enfants pour vérifier, qu'ils sont bien traités et que, il y a pas de souci. Et donc il va rencontrer, l'homme qui s'occupe d'eux et c'est à peu près tout ce qui se passe dans le livre, en fait. Donc les enfants sont super mignons, les personnages sont tous super mignons,
Mais je pense qu'en fait, le problème principal pour moi, c'est qu'il était très long. Je sais pas à quel point il était long parce que je le lis sur tablette, donc on se rend pas forcément compte de l'épaisseur. Mais je sais que j'ai quand même mis beaucoup de temps à le lire. Mais je sais que quand j'aime pas trop un livre, je mets beaucoup de temps à le lire et j'ai l'impression qu'il était très long alors que pas nécessairement. Mais en tout cas, il m'a paru très, très, très long. Je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus, compacté de façon à en faire une histoire plus fraîche. Parce que là, ça s'étirait vraiment en longueur juste pour caser des mignonneries de mon point de vue. Mais voilà, ça reste mon avis et si vous l'avez lu, je serais très curieuse d'avoir le vôtre. N'hésitez surtout pas à partager votre opinion. Et on va terminer ce vlog avec, quelques mots de tricot. J'ai beaucoup de projets terminés, que j'ai terminés donc depuis le dernier épisode. Je peux clairement pas tous vous les montrer parce que cette vidéo serait d'une longueur, affligeante et que, il y aurait plus de contenu tricot que de contenu, art. Pour être tout à fait honnête, je suis à ça de créer une chaîne tricot. J'essaie vraiment de me convaincre de ne pas le faire parce que je sais que c'est pas une bonne idée, mais d'un autre côté, j'ai des contre-arguments qui me disent: «Oui, mais tu pas obligé de publier régulièrement sur cette chaîne tricot. Tu peux publier une fois par mois, une fois tous les 2 mois et au moins, parce que je sais pas, je ressens le besoin de partager mes créations en fait, c'est ça mon problème. Mais bref, alors dans l'épisode précédent, je vous ai parlé d'un projet qui était, juste commencé à ce moment-là, qui était un gilet. Un gilet, cache-cœur que j'ai réalisé avec, de la laine, Gilliatt de chez Dererum Natura. Ce projet était issu d'un patron du magazine Fait-Main Tricot et c'était un gilet qui se tricotait en pièces détachées, c'est-à-dire qu'on faisait, la pièce pour le dos, ensuite on faisait, le devant gauche, le devant droit, la manche gauche, la manche droite et c'est tout, puisqu'après il y avait plus rien. Heu, j'ai 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 eu beaucoup de sueur froide avec ce projet parce que, déjà, je me suis trompée dans le choix de la laine. Donc, quand j'ai fait ce projet, c'était mon deuxième grand vêtement, hein. J'avais juste fait un pull et avant ça, bon, j'avais fait des accessoires. Donc, j'avais pas encore, beaucoup, l'habitude. Enfin, j'avais encore plein de choses à apprendre. J'ai toujours plein de choses à apprendre, je vous rassure. Mais en tout cas, en achetant ma laine, en fait, j'ai regardé qu'elle était indiquée pour la même taille d'aiguille que le gilet. Je ne savais pas que, en fait, cette information-là ne suffit pas. Il faut aussi regarder la densité de la laine, c'est-à-dire à quel point elle va être, lourde par rapport au nombre de mètres. Un peu comme le papier, on regarde les grammes par mètre carré, bon bah là on regarde les grammes par mètre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec une laine qui était, beaucoup trop épaisse, pour mon patron. Alors je dis beaucoup trop, bon, elle était trop. Du coup, quand j'ai tricoté le dos, j'ai dû beaucoup descendre les tailles d'aiguilles de façon à ce que mon nombre de mailles matche, celui de l'échantillon. De façon à ce que, bah, quand je tricote, par exemple, si mon échantillon il dit, «Vous devez avoir 20 mailles dans 10 centimètres de largeur», bah, c'est important de réussir à avoir 20 mailles dans 10 centimètres parce que si on en a plus que ça veut dire que notre, gilet va être, beaucoup plus petit que prévu et inversement, si on en a moins, le gilet va être trop grand. Donc j'ai pris des aiguilles toutes petites, mais qui étaient beaucoup plus petites que celles qui étaient recommandées par le fabricant et j'ai fait le dos. Heu, il était très dense, du coup, il était vraiment très dense et très lourd et je me suis dit, qu'il m'utilisait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils par rapport à ce que j'étais censée avoir. Et j'ai eu peur que le gilet soit beaucoup trop, compact et pas agréable à porter. Mais d'un autre côté, j'avais passé tellement de temps sur ce dos que je ne me voyais pas du tout,
le détricoter. Mais alors pas du tout. Donc je me suis dit: «Oh beh, c'est pas grave». Parce qu'à ce moment-là, j'avais bien compris, le point, qui était nécessaire pour faire ce gilet et je me suis dit: «Je vais adapter le patron des devants». Donc je vais changer mes aiguilles, donc je vais me retrouver avec un échantillon un petit peu trop grand. Mais par contre, je vais réduire le nombre de mailles de façon à garder quand même la même largeur. Et je me suis dit: «Ça ira». Et en fait après, pendant que j'étais en train de tricoter, il m'est venu à l'esprit que, j'allais avoir un dos très dense et des devants, plus légers et que potentiellement, j'allais avoir, le dos qui part en arrière et le devant qui se soulève. Mais j'étais tellement embarquée là-dedans que je me suis dit: «Tant pis, ça sera comme ça». Et ce qui s'est passé aussi, c'est que bon évidemment j'ai pris tellement de fil pour faire le dos, que, je me suis retrouvée avec plus suffisamment de laine pour terminer mon gilet et j'ai joué de malchance puisque à ce moment-là, en fait, elle était plus en stock sur le site de la marque et que, comme je voyais qu'elle revenait pas, je leur ai écrit et ils m'ont dit qu'en fait, ils avaient eu un problème à leur filature et que la laine n'allait pas revenir avant, je crois, 2 mois ou 2 mois et demi. Du coup, j'étais dégoûtée et donc bon, mon gilet a été en pause. J'ai fini par retrouver une autre pelote sur un autre site et en plus, je suis tombée sur le même bain de teinture. Parce qu'il faut savoir que si on achète des pelotes qui n'ont pas été teintes dans le même bain, bah, potentiellement, il peut y avoir des variations de couleurs et donc ça peut se voir après, sur le vêtement fini. Bref. Donc j'ai mis beaucoup de temps à faire ce gilet. J'ai aussi appris du coup à coudre les différentes, portions puisque, le seul vêtement que j'avais fait, c'était un pull et qu'il était sans couture. Donc là, il a fallu, assembler, tout ça. Et j'étais super contente de savoir faire ça. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Moi, je pensais que la couture, ça allait prendre 1 heure ou 2. Pas du tout. Ça m'a demandé, je pense, l'équivalent d'une journée complète, hein, pour assembler le gilet et au final, comme c'est un patron que j'ai modifié parce que c'est pareil, en fait, les manches sur la photo, on aurait dit qu'elles étaient plus courtes et très large et moi je me suis dit: «Bah, j'aime pas les manches larges en fait, parce que je trouve que ça trempe dans tout ce que je fais». Je fais plein de choses, hein, je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je fais du jardin donc je n'aime pas du tout quand, mes manches, sont trop larges. Du coup, je les ai faites, plus, fuselées, mais tout en les gardant quand même un peu larges pour respecter bah, l'effet général de ce gilet, quoi. Et au final, le rendu que j'ai, j'en suis pas complètement fan. Je trouve qu'il est vraiment large, en fait, même au niveau du corps et tout, mais d'un autre côté, je l'ai porté qu'en mi-saison, donc par-dessus des vêtements très, très fins. Après, je me suis dit: «C'est vrai qu'en hiver, si je mets des pulls un peu plus épais, peut-être que, bah, je serais contente qu'ils soient plus larges, comme ça je pourrais le mettre par-dessus». Alors que si j'avais fait quelque chose de trop près du corps, bon, bah, là, ça a limité beaucoup, quoi. Mais en termes de confort, je le trouve vraiment, très bien et enfin, le fait que ce soit de la pure laine aussi, c'est un énorme avantage. Par exemple, il y a pas très longtemps, je l'avais pris, parce qu'on allait faire une petite sortie bateau sur la Loire et je m'étais dit: «Ben, comme c'était le soir, peut-être que j'aurais froid» et en réalité, j'ai pas eu froid du tout parce qu'il y avait du soleil et que ça tapait beaucoup et en fait, j'avais une robe à dos nu et je sentais que je cramais dans le dos, donc je l'ai mis sur mon dos. Je me suis dit: «Tant pis, je vais mourir de chaud, mais j'ai pas de crème solaire, donc au moins je serai, protégée du soleil» et en fait, j'ai pas du tout eu trop chaud avec ce gilet sur le dos, alors que, quand je le mets le matin, bah, je le mets souvent pour aller promener Sherlock, il fait, je sais pas, il fait entre 16 et 18 degrés. Il fait un petit peu frais quoi et je le mets et je suis très bien, ça me tient suffisamment chaud donc c'est vrai que c'est vraiment, thermorégulant comme, matière et ça c'est très appréciable. Vous voyez, c'est pour ça que je peux pas vous présenter tous mes projets parce que
en fait, j'ai envie de tout vous raconter sur chaque projet dans ses moindres détails et je me rends bien compte que pour des gens qui tricotent pas, c'est beaucoup trop détaillé, quoi. Enfin, je vois pas pourquoi ça vous intéresserait de savoir que, j'ai utilisé des aiguilles trop petites pour le dos et trop grandes pour le devant. Je suis désolée, hein, donc je me dis: «Si je fais une chaîne tricot, il y aura que des fans de tricot et elles trouveront ça génial de savoir que, ah, j'ai fait ça» et d'ailleurs, le devant ne remonte pas. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il est trop long pour que ça fasse ça, ou peut-être qu'il est trop lourd pour que ça fasse ça, mais en tout cas tant mieux, parce que du coup il est bien équilibré. Les manches sont un petit peu longues du fait de mon adaptation, j'ai mal évalué la longueur que je devais rajouter pour qu'elle m'arrive au poignet et comme, il était en pièces détachées, ben, ça ne s'essaye pas forcément très facilement et heureusement, j'ai tenté un essayage en le maintenant au moyen de pinces et je me suis rendu compte qu'elles étaient déjà trop longues. Donc je les ai gardées telles quelles. J'ai été tentée de les détricoter un petit peu, pour les faire vraiment, à mon poignet, mais je suis contente de ne pas l'avoir fait, parce que je me suis rendu compte, que quand je me promenais, et qu'il faisait un petit peu frais, en fait, ça vient me recouvrir un petit peu le début de la paume des mains et c'est très, très agréable. Si je veux, je peux mettre, ma main entière dans ma manche et j'aime bien ça, donc ça me va. Et puis c'est un coloris qui est, très automnal, ce qui m'avait un peu frustrée quand je l'ai fait parce que je l'ai tricoté au printemps et je me suis dit: «Mais pourquoi tu as pris une laine d'automne alors qu'on arrive au printemps, on arrive aux beaux jours?» et j'avais envie de tricoter, des hauts à fleurs comme celui-là, des roses, des couleurs pastel et puis au final, bah, voilà, l'automne, se profile et je suis trop contente d'avoir un beau un beau brun comme celui-là, c'est le coloris érable et je trouve qu'il a vraiment une profondeur qui est, très, très, très jolie, j'aime beaucoup. Je suis pas certaine que ça m'aille particulièrement bien, que ça aille bien avec mon teint. C'est vrai que depuis que je tricote, je m'intéresse beaucoup, enfin je m'intéresse beaucoup. Disons que je vois beaucoup passer d'informations, sur, bah, l'harmonie de couleurs en fonction des visages et du teint, des cheveux. Donc, il y a ce qu'on appelle, la saisonnalité, des visages, quelque chose comme ça. Je vous l'écrirai. Et donc voilà, il y a des gens qui sont plutôt printemps, plutôt été et donc il y a telle et telle couleur pour chaque, saison, je ne suis pas certaine que ça, ce soit un choix très, harmonieux pour moi. Mais le fait que la couleur me mette en joie est plus important pour moi que de savoir si ça me va vraiment bien. Et du coup, voilà, j'aime voir cette couleur, donc j'aime porter cette couleur. Voilà pour ce petit vlog. Sur ce, eh bien, merci beaucoup de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite sur ma chaîne pour un tutoriel. Je vous dis bonne peinture à tous et à bientôt.